Donc, bienvenue à cet atelier essai où on va vous présenter quelques notions pour vous aider à mettre en place un programme de maintenance et de fiabilité. Rapidement, pendant qu'il y a Dominique, mon collègue, qui vous distribue des petits télévoteurs, je vais prendre une petite minute pour vous présenter STI Maintenance. STI Maintenance a commencé en 1992 par essentiellement du prêt de main-d'œuvre dans les entreprises pour les services de maintenance, donc pour leur apporter du support technique, des supports de planification, etc., etc. Cette expérience terrain a amené quelques années plus tard à aider à faire l'intégration des systèmes de GMAO. Donc, c'est une usine étant basée, STI étant basée au Saguenay, c'était principalement avec les usines Rio Tinto de la région du Saguenay. Donc, le GMAO en question était Maximo 4 à l'époque. Ça nous a amené donc finalement après à avoir implanté tous ces systèmes-là, à faire le développement des formations de fiabilité, de gestion du changement, avec la mise en place de nouveaux processus et de meilleures pratiques. Et puis les années passant, on a ajouté d'autres systèmes aussi, en plus de Maximo. Donc on parle de SAP PM, de Infor EAM. Et on est rendu, donc la reconnaissance des services offerts nous amène à finalement maintenant une entreprise d'environ 80 employés. Donc Jordan nous a présenté. On va faire un petit tour de table peut-être aussi pour voir un petit peu le type d'assistance qu'on a. Puis ça va être la première, je dirais, occasion de tester les télévoteurs ou ce que j'appelle les bidules. Il en reste quelques-uns, s'il y en a qui n'en ont pas eu. Puis sinon, on pourra se les passer. OK. Fait que normalement, sur vos bidules, vous avez des réponses A, B, C, D, E, F, G. Donc, selon ce qui vous caractérise le plus, je dirais, cliquez sur le bouton approprié. 10, 12, 13, 14, 15, 16 réponses. Bon. Tant que ça monte. OK. Bon, donc on a principalement c'est ça, effectivement, on n'a juste pas de superviseur d'opération. On ne disait pas que c'était important, la collaboration opération maintenance, finalement, au cours de ces 2 derniers jours. OK, fait que c'est ça, je vais essayer de voir si au cours de la présentation, tu as amené peut-être des commentaires supplémentaires sur, qui pourraient s'appliquer à ces différents profils-là. Donc, rapidement, la présentation, comment elle va se dérouler? Donc, présenter rapidement les objectifs de la présentation. Définition et concept, il y a peut-être des choses, vu que ça fait quand même déjà 2 jours, il y a des choses qui ont été présentées donc, à plusieurs reprises. Donc, on passera peut-être plus vite sur certains cas. On va faire des exercices pratiques, justement, pour l'objectif de l'atelier qui est d'établir un programme de maintenance, donc à travers des cas précis, des mises en situation. On va vous faire travailler, encore une fois, avec les bidules pour identifier des stratégies de maintenance à mettre en œuvre dans différents cas. Puis on terminerait la présentation donc, par un indicateur, puis un résumé global de la démarche. Les cas d'études qu'on va faire, on va les faire vraiment sur des modes de défaillance précis, mais comment on s'y prend pour mettre ça en œuvre dans le cadre d'un équipement, puis d'un parc d'équipements au complet, résumer ça dans le cadre d'une démarche. Donc, les objectifs de l'atelier, de calculer la fiabilité ou de pouvoir avoir un système qui nous permet de nous mesurer au niveau de la fiabilité, de faire le lien fiabilité-criticité. On en a parlé dans les 2 dernières journées de la notion de criticité. Là, je veux vraiment faire un lien plus précis finalement avec la fiabilité. Déterminer l'impact financier d'une panne pour l'entreprise, donc faire vraiment le lien avec ce qu'on va appeler le cas d'affaires et puis les différentes stratégies partant de la run to failure jusqu'aux différentes stratégies de maintenance et finalement de déterminer l'intervention la plus payante, voir laquelle serait la plus profitable et justifier finalement laquelle mettre en œuvre qui serait la plus profitable pour l'entreprise.
Donc, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans leur système de maintenance, qui reconnaissent leur système de maintenance en place actuellement? Donc, on va essayer de donner, à travers cet atelier-là, quelques outils pour justement passer d'un mode plus réactif comme celui-là à un mode un peu plus optimal. Donc, au niveau je dirais des définitions en général, avant tout de définir la maintenance, je reprends la définition de l'AFNOR. Là. Toutes mes définitions ne seront pas des définitions pour ne pas alourdir la présentation. Je ne réciterai pas l'AFNOR dans cet atelier-là. Mais celle-là, je l'ai gardée parce qu'il y a quand même des points importants au niveau de la maintenance. Donc, c'est toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Donc, ça a été déjà dit à plusieurs reprises au niveau des 2 derniers jours. Là. La notion importante ici, c'est la notion de fonction. On ne rétablit pas un équipement pour rétablir l'équipement. Ce qui est vraiment important, c'est la fonction de l'équipement dans l'objectif de l'entreprise. Et on en a parlé juste précédemment aussi, l'importance du cycle de vie. Et puis, je vois juste management à côté. Là. On a parlé d'indicateurs et tout ça. Un indicateur, petite anecdote là, que j'ai vue dans un article dernièrement. Là. Un indicateur qui n'est pas forcément officiel, je dirais, mais c'est le MTBM. On va parler d'autres indicateurs pour la fiabilité, là, mais le MTBM, là, c'est le Mean Time Between Management. Avec les changements de manager, ce qui fait que finalement, mon MTBM rend difficile un petit peu des fois des politiques un peu plus long terme. Donc ça, c'est pour ce qui est la définition officielle et puis vraiment des éléments importants, mais de manière plus pratico-pratique, la maintenance, donc ça va être identifier la bonne chose à faire et faire la bonne chose une fois qu'elle est identifiée. Probablement qu'on a déjà éclairci, je dirais, plusieurs de ces paradigmes-là au cours des 2 derniers jours, mais j'aurais un petit jeu à bidule pour vous, là. Ces différents paradigmes-là. Quelle est la manière la plus rapide, selon vous, quelle est la manière la plus rapide et la plus sûre d'améliorer la performance d'équipements non fiables qu'on aurait dans une usine? Donc, selon ce que vous pensez être la meilleure solution, répondez avec les 3 choix de réponse que vous avez ici. Donc, soit agir sur la conception, la manière dont il est maintenu et opéré, ou la manière dont il est opéré aussi. « 27, 28, je pense que c'est le total qu'on avait. » Bon, effectivement, je pense que ça a pas mal ressorti au cours des 2 derniers jours. Là, c'est vraiment la façon dont c'est maintenu et dont c'est opéré. Améliorer la conception, j'ai déjà eu, pas vécu personnellement, mais une anecdote de collègues qui avaient déjà été dans une entreprise, je pense que c'était dans les pâtes et papiers. La machine était reçue, puis en déballant une nouvelle machine, donc flambant neuve, donc avait dû être construite avec des spécifications données, c'était le réflexe des gens qui étaient de maintenance, qui étaient mis sur le projet de l'installer. Finalement, c'était « Oh, non, ça fera pas, là ». Fait qu'ils refaisaient la conception avant même de l'installer, puis de voir si ça allait faire le travail. Donc, juste en jugeant un petit peu le design de la machine. Mais vraiment, la bonne réponse, c'est ça, c'est la manière dont il est opéré et maintenu. Un autre paradigme, le but de la maintenance préventive. Est-ce que c'est de prévenir les défaillances, réduire ou éliminer les conséquences des défaillances, ou d'occuper le personnel entre les urgences? J'ai vu des sourires. Fait que s'il y a beaucoup de C, c'est peut-être qu'il y a des blagues. Ah, OK, c'est bon. Fait que la bonne réponse est la réponse B. On en a parlé plusieurs fois, mais la bonne réponse est la réponse B, pardon. Réduire c'est les conséquences des défaillances, donc les conséquences sur l'organisation, donc son impact santé, sécurité, environnement ou impact financier. La défaillance, si elle a un impact financier, par exemple, qui est moins élevé que faire le préventif pour prévenir la défaillance,
la stratégie valide, c'est de le laisser aller jusqu'à la défaillance. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les 2 derniers jours aussi, on parlait de run to failure. Run to failure est une stratégie valide de maintenance, pourvu qu'elle soit assumée, puis donc calculée et choisie volontairement. Si elle est subie, ce n'est pas la même affaire, mais si vous avez fait votre calcul, puis que la façon la plus économique, considérant qu'il n'y a pas de problème de sécurité, par exemple, c'est de le laisser aller à la défaillance, c'est une stratégie valide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien faire pour diminuer le temps de réparation ou le temps d'indisponibilité de ma machine. On peut s'équiper. Tout à l'heure, ce matin, je pense qu'on a parlé, avoir des pièces d'assurance proches de la machine ou vraiment avoir des gammes pour faciliter et accélérer la remise en marche. Tout ça, ce sont des actions qui peuvent être complémentaires à la stratégie de maintenance run to failure. Mais a priori, vouloir éliminer les défaillances et avoir 0 défaillance, ce n'est pas un objectif, je dirais, sensé, parce que ça va, à un moment donné, ça va coûter beaucoup trop cher à vouloir éliminer 100% des défaillances. Donc au cours des différents, encore toujours dans les notions abordées, là je parlais de la fiabilité. Donc la fiabilité, c'est vraiment, puis je vais avoir un petit exercice juste après, c'est la probabilité que mon équipement ou que mon système accomplisse sa fonction requise, toujours une fois encore la notion de fonction, de manière satisfaisante, sous des conditions spécifiques et à l'intérieur d'un certain laps de temps. Ce laps de temps-là étant ma mission. Okay. Je reviendrai plus tard un petit peu plus en détail sur cette notion de mission avec l'exercice juste après. La criticité, ça c'est la combinaison entre la probabilité que j'ai mon événement qui arrive et les conséquences, et la gravité finalement, les conséquences de cet événement-là. Disponibilité, donc on a parlé de TRS ou de TRG ce matin, là c'est comme un subset, un sous-ensemble finalement de ça, un peu plus, je dirais, limité au terme de la durée de fonctionnement versus la durée opérationnelle qu'on attendait. Et une durée de vie, donc période d'utilisation et de vie utile, je vais venir un petit peu plus loin avec les notions reliées à la fiabilité. Donc, si je parle de la définition de ma fiabilité, puis si je vous mets en situation, si j'ai une fiabilité de 89%, donc je parle au niveau d'une entreprise, tout équipement confondu, la fiabilité de 89% dans sa mission de produire 1000 unités vendables par semaine. Si je regarde les 100 dernières semaines qui se sont écoulées, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que j'ai eu 89 semaines où ça a marché, puis donc là il y a eu 11 semaines où soit je n'ai pas atteint mes objectifs et où je les ai atteints mais en faisant du temps supplémentaire? Ou est-ce que ça veut dire que j'ai fait 890 unités vendables en moyenne par semaine? Selon vous, si je me colle à la définition de la fiabilité, quelle est la bonne réponse? Profitez pour prendre une gorgée. Ok, on va dire que le corona. C'est bon, le dernier est arrivé. Ok, on est assez partagé. La bonne réponse, selon la définition de la fiabilité, c'est vraiment la probabilité de remplir ma mission. Là, ma mission, c'était vraiment de faire 1000 unités vendables par semaine. Là, c'est un exemple par semaine. Selon votre industrie, ça pourrait être la probabilité de passer d'un arrêt hebdomadaire, par exemple, au suivant sans défaillance, par exemple. Ou ça pourrait être, vous êtes en train de faire une ligne de produit donnée. C'est quoi la probabilité de me rendre jusqu'au prochain changement de produit sans défaillance? Donc ça peut être entre 2 arrêts majeurs qui se feraient aux 6 mois. La mission, ça peut être aussi court que quelques heures. Donc quand je prends l'avion, mon attente en termes de clients de l'avion, il faut au moins la durée de ma mission n'est pas forcément importante, mais j'ai une attente très élevée en termes de fiabilité de la mission entre la durée de mon vol, entre mon point A puis mon point B. Donc ça, c'est pour ce qui est de la fiabilité.
Je vais faire un lien avec la criticité. On en a parlé, je pense, dans les dernières journées, là, la criticité. Typiquement, comment on l'établit pour un équipement. On regarde un petit peu la probabilité qu'on ait une défaillance et l'impact de cette défaillance donc, pour ma production. Donc souvent, avec chaque axe ou chaque composante est cotée de 1 à 5, on fait un produit, puis on obtient notre criticité. Typiquement, dans certains cas, on peut se retrouver finalement avec beaucoup de 5, mais en termes d'efforts à mettre pour prioriser mes actions de maintenance ou pour des projets d'amélioration, je dirais que c'est plus difficile dans le sens que on a un gros parc finalement avec une priorité 5 qui est élevée, mais j'ai quand même des ressources limitées pour travailler sur ces éléments-là. Donc là, je voudrais ramener un élément supplémentaire pour essayer de discriminer un petit peu ces éléments-là dans l'hypothèse où on est capable d'aller déterminer la fiabilité de mes équipements individuels et pour déterminer finalement la criticité de mon système. Quand j'ai des équipements, là je présente juste deux modèles relativement simples, il y en a plusieurs autres. Un système série, typiquement, on va dire que c'est un ensemble d'équipements qui sont tous requis pour fournir mon procédé. Donc, même si dans le plan, ils sont en parallèle et ils alimentent un même système, à partir du moment qu'il m'en manque un, je perds mon procédé au complet. Fait que la fiabilité de mon système au complet, c'est le produit finalement des fiabilités individuelles de mes équipements. À l'inverse, pour un système parallèle, c'est-à-dire qu'un seul peut faire la job, toutes les autres sont des backups, c'est la non-fiabilité de ce système-là qui est le produit des non-fiabilités. Je ne passerai pas trop de temps sur les formules, ce n'est pas l'objectif. Par contre, je vais passer par un petit exemple, soit en faisant le calcul, soit intuitivement. J'ai un système mixte, donc à moitié parallèle puis à moitié série. Donc j'ai deux pompes en parallèle, une seule suffit pour faire le travail et elles alimentent toutes les deux un cuvier. Les fiabilités annuelles, admettons, qui ont été déterminées pour ces équipements-là sont 67% pour ma pompe et 91% pour mon cuvier. Si je dois prioriser, donc a priori tous des équipements critiques, si je dois prioriser un effort, que ce soit au niveau maintenance ou au niveau amélioration, lequel est le plus critique et sur lequel il faudrait que je mette mes efforts intuitivement selon vous? Est-ce que c'est le système de pompe qui est le plus critique ou est-ce que c'est le cuvier? OK, on va y aller avec 27 réponses. Bon, la bonne réponse étant les pompes. Intuitivement, effectivement, si on a deux équipements de criticité équivalentes, on va aller avec celui qui a pas de redondance, qui serait a priori le plus critique. Évidemment, là, j'ai choisi mes chiffres pour orienter la réponse vers les pompes. Mais si j'avais appliqué les formules que j'avais présentées avant, mon système de pompe, lui, c'est équivalent à un système de 89%. Et donc mon cuvier 91%. Le système au global, juste petite note en passant, à partir du moment que j'ai des systèmes série, la fiabilité globale est forcément plus faible que le plus faible de mes maillons, donc 81%. Donc en fait, dans un cas comme ça, mon système de pompe requierrait plus d'attention que mon cuvier, malgré que le cuvier, lui, avait une fiabilité plus élevée et qui semblait sans redondance. Okay. Maintenant, la validité, je dirais, de cet exemple-là, vous pourriez me dire, OK, mais les 67%, ce chiffre de fiabilité-là, comment on l'obtient? Bon, il y a avec de l'information, je dirais, qui viendrait si vous êtes équipé d'un GMAO, en allant fouiller dans l'historique, c'est quand même relativement facile d'avoir un portrait, je dirais, global de comment se comporte mon équipement, à quelle fréquence il défaille. Ça, c'est une façon d'aller chercher de l'information.
c'est particulièrement facile quand on a un gros parc ou quand on a un équipement qui a beaucoup de volume au niveau, beaucoup de bons de travail et beaucoup d'interventions. C'est plus difficile quand on a moins de données, mais ce n'est pas impossible. Je pense que les gens d'Hydro-Québec hier nous disaient que des fois, en ayant manque de données, en réunissant des experts et en leur posant la question, c'est quoi la probabilité de réussir à atteindre une vie de X années? Je pense que Jean-Robert aussi en a parlé hier en réunissant des experts. Puis c'est un cas aussi que j'avais fait dans le cadre d'une aluminerie. Là. On n'avait pas beaucoup de données, non pas parce qu'il n'y avait pas... ils n'avaient pas de GMAO et pas d'informations, c'est plus parce que c'était dans une sous-station électrique, donc a priori un secteur de l'usine où on veut vraiment avoir très peu d'événements de par la criticité. Si j'ai un événement souvent dans cette sous-station électrique-là, ça peut mettre en péril tout le reste de la production. Fait qu'on avait peu de données, mais c'est parce que c'était typiquement très fiable comme système. Fait que là, en réunissant des experts, puis les experts, on parle vraiment juste des gens qui sont là peut-être depuis 15-20 ans, puis qui ont l'habitude d'opérer, les techniciens de la centrale, de la station énergétique, pour alimenter finalement cette information de base-là. Puis comme j'ai bien aimé aussi l'image du lapin de Stanford, là on part avec peu de données jusqu'à... évidemment, idéalement en avoir plus, avec plus de définitions, mais au moins on part avec quelque chose, puis avec le meilleur des connaissances qu'on a au moment où on fait l'analyse. Parce que dans certains cas, attendre d'avoir de la donnée est inacceptable. C'est comme si des analyses de fiabilité sur des avions, ils attendaient qu'ils s'écrasent pour avoir des statistiques, puis pour pouvoir les améliorer. Donc il faut partir quand même quelque part, même si on n'a pas de la donnée 100% fiable. Donc là, je vais faire une petite parenthèse avec la disponibilité. Vraiment, atelier est quand même plus axé fiabilité. Mais on l'a vu hier, hein, selon l'entreprise, puis selon le core business de l'entreprise, on a des objectifs plus de fiabilité. Donc on avait, par exemple, je pense que c'était Sanimax qui était en surproduction, donc qui, eux, avaient vraiment la fiabilité, allait leur apporter de la flexibilité. Puis on avait, je pense, l'après-midi, on avait eu Bombardier qui, lui, son indicateur, c'était vraiment la disponibilité, parce que la disponibilité allait lui donner de la capacité de production. Donc, tous ces acronymes-là sont définis sur l'acétate d'après, mais typiquement, ma fiabilité, moi, elle va être vraiment dépendante donc, comme deux notions qui sont proches et qui souvent sont assimilées. C'est le time between failure, donc d'une durée à une autre, ou le time to failure. La différence entre les deux étant le time to repair, donc le temps technique de réparation. Et ma disponibilité, finalement, peut se calculer donc en faisant la moyenne des temps de fonctionnement de mon équipement divisé par la moyenne des temps de fonctionnement plus les temps de réparation. Donc la disponibilité va plus intéresser une entreprise qui vraiment, mettons, travaille 24/7 puis qui veut maximiser. Toute perte de disponibilité va impliquer perte de production et perte d'opportunité de produire des unités qui vont être vendues. Donc c'est vraiment beaucoup plus la disponibilité qui va être son indicateur. Pour ce qui est de la suite, moi je vais me concentrer plus sur la fiabilité. On pourrait refaire un autre atelier de 2 heures juste sur la partie qui est ici. On en a parlé ce matin aussi avec M. Souris au niveau des temps de diagnostic, des temps logistiques, quand l'atelier était très loin de la nouvelle chaîne de production. Donc oui, on a le temps de réparation, mais il y a quelque chose de plus large finalement qui est le downtime, qui est finalement l'indisponibilité complète de ma machine, donc qui peut être plus longue justement à cause du temps logistique. Dans certains cas, si vous avez des fours avec des réfractaires, il faut attendre qu'ils refroidissent avant d'intervenir. Les temps de redémarrage, si vous faites une réparation, il faut y aller par palier. Fait que pendant quelques heures, vous produisez comme de la non-qualité, fait que c'est comme du temps d'indisponibilité aussi au niveau production. Donc, comme je vous dis, celle-là, c'est qui donne de façon écrite. La présentation, vous l'avez de version papier aussi, mais sans les réponses aux exercices, mais on pourra vous envoyer aussi la version informatique, je dirais, et avec les réponses. Vous aurez juste à nous laisser peut-être soit via Jordan ou en nous laissant vos cartes d'affaires, puis on pourra vous envoyer la version finale complète de la présentation.
Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du Mean Time Between Management. Là. Je vais parler du calcul du MTTF. On peut le calculer donc avec un seul équipement. Là où on peut, je dirais, se donner de la précision, c'est le calculer avec finalement un parc d'équipements. Si je reviens à la définition de la fiabilité, j'avais vraiment une partie de la phrase qui était dans des conditions données. C'est important si on inclut un parc d'équipements dans le calcul du MTTF, c'est d'inclure des équipements semblables qui opèrent dans des conditions semblables. Sinon, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Donc, calcul du MTTF, dans ce cas-là, ça serait le nombre d'équipements multiplié par leur durée de fonctionnement, divisé par le nombre de défaillances du nombre d'équipements au complet. Avec petit jeu, j'ai une entreprise, 10 pompes, donc même type, même capacité, même modèle, qui travaillent dans les mêmes conditions, qui pompent de l'eau, par exemple. Puis sur la dernière année, je regarde les statistiques, puis j'ai eu 3 bris au total. Puis là, c'est des pompes qui sont à peu près dans la même catégorie d'âge, qui étaient, je dirais, dans leur phase de vie utile. Puis les bris, c'est des bris de roulement, qui interviennent de façon aléatoire. Fait que selon la définition du MTTF qui est ici, quelle serait la valeur du MTTF? Donc 0.3 ans, 3 ans ou 30 ans pour le MTTF de cet équipement-là. OK. Bon, effectivement, la bonne réponse est la majorité 3 ans. Donc, on a 10 pompes qui ont fonctionné pendant 1 an, divisé par 3 défaillances, qui donne un TTF, dans ce cas-là, de 3.3 ans. Donc, la valeur la plus proche était de 3 ans. Maintenant, je vais amener un petit point. Quand on dit MTTF de 3.3 ans de façon abrupte comme ça, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du nombre de défaillances qui va intervenir entre 0, finalement, et 3.3 ans? Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, MTTF, Mean Time to Failure. Puis là, je vous ai donné, donc là, j'ai 10 pompes, donc j'ai essayé de... C'est sûr, je ne pouvais pas descendre en dessous de 3, j'en avais déjà 3. Donc, entre 0 et 3.3 ans, combien de défaillances à laquelle on peut s'attendre? 3, 4, 5, 6, 9, 10, selon vous. Donc, on est vraiment dans une pompe, bris de roulement, aléatoire. OK, voyons voir les résultats. OK, la bonne réponse, c'est la réponse 6. La majorité de réponses A, là, qui pensait peut-être que c'est ça, si mon mean time to failure, je vais avoir 100% de défaillance avant 3.3 ans, ça serait comme trop facile. On a parlé un petit peu hier des approches déterministes et puis un petit peu flou. Je pense avec Hydro-Québec, entre autres. En fait, la vraie réponse est 6. On va avoir, donc vraiment dans un comportement aléatoire, on va avoir à peu près, exactement, ça va être 63,2% avant 3.3 ans, puis 38,2 après. De où ça vient, là? Je vous ferai grâce des formules, mais ça vient du fait que pour un mode de défaillance qui est aléatoire, la distribution exponentielle qui régit finalement la fiabilité ou la non-fiabilité. Donc en fait, finalement, ce que je vais avoir, c'est donc une probabilité
un cumulatif de défaillance qui va augmenter de façon exponentielle, donc jusqu'à finalement atteindre 100%. Mais le 3.3 ans, finalement, c'est 63,2%. Fait que ce n'est pas 100% de mes défaillances avant ça. Puis malgré qu'on dise mean time, moyenne, ce n'est pas non plus 55% avant ni 50% après. C'est vraiment basé là-dessus. Puis c'est un peu un point charnière qu'on retrouve aussi avec la distribution de Weibull que Hydro-Québec nous a parlé hier. Donc, Weibull étant, je dirais, le couteau suisse des distributions en fiabilité puis en maintenance. Donc, juste en changeant plusieurs paramètres, on est capable de représenter soit des modes de défaillance, des défauts de jeunesse ou des mortalités infantiles, de l'usure ou de l'aléatoire. Donc, en fait, la distribution qui est ici, qui est exponentielle, c'est un cas particulier de la distribution de Weibull. Pourquoi je vous ai introduit cette notion de durée de vie puis de MTTF, c'est pour vraiment faire un petit point sur les limites du MTTF. On peut regarder le MTTF donc, quand on est en phase de vie utile pour essayer de se comparer, puis on va s'en servir plus loin justement pour calculer nos stratégies de maintenance, mais il y a certaines limites et il y a des utilisations qu'il ne faut pas faire. Exemple, j'ai 10 pompes du modèle A, donc les mêmes que tantôt, avec mes bris de roulement. Puis au bout de la première année, c'est ça, j'avais 3 bris qui me donnaient un MTTF de 3,3 ans. Là, j'ai un autre modèle de pompe qui, lui, il a juste 2 bris sur une période de 1 an, donc qui donnerait un MTTF de 5,5 ans. Fait a priori, selon vous, là, si je ne vous donne pas plus d'informations que ça, quel serait le meilleur, la meilleure, finalement, la meilleure pompe? Je vais y aller à l'oral, je n'ai pas de jeu à voter. Selon vous, est-ce qu'on peut choisir une des deux qui est meilleure que l'autre ou est-ce que pas nécessairement? Donc si je continue, j'ai le même modèle de pompe A que tantôt, donc avec au bout de 3,3 ans, j'avais 63% de défaillance. Mais mon modèle B, lui, il pourrait très bien se comporter comme ça, puis avoir, si je me base sur la même, à partir de quel moment j'aurai 63% de défaillance, ça pourrait être 1,5 ans. La différence entre les deux, selon vous, ça pourrait venir dans cette représentation-là, donc mes petites étoiles rouges représentant des bris, là, ça pourrait être quoi la différence entre les deux pompes? Qu'est-ce qui fait qu'une pompe, donc je décrivais principalement avec la pompe A, avec des bris de roulement répartis de façon aléatoire, puis la pompe B? Quelle différence pourrait-il y avoir avec un vieillissement, effectivement? Donc ça pourrait être tout simplement une composante, mettons l'impeller en plastique versus l'autre qui est en acier comme le reste de la composante. Donc en fait, effectivement, les deux pompes pourraient, quand on regarde juste un horizon de 1 an, avoir un MTTF semblable, sauf que ma pompe B, il se trouve que selon la durée de vie que j'attends d'elle dans mon usine, elle pourrait atteindre une zone de vieillissement qui est prématurée et qui ferait qu'elle n'est pas nécessairement un meilleur choix. Un autre impact aussi, là, c'est que si je regarde ici, mon MTTF, la façon dont je le calcule est influencée par la période de temps que je prends, puis le parc aussi que j'ai à ma disposition. Donc, il ne faut pas se contenter juste d'avoir la valeur du MTTF, il faut voir aussi un petit peu le nombre d'équipements ou le nombre de bris à partir duquel il a été calculé pour être capable de juger un petit peu finalement de je dirais, de la validité de sa valeur. Par contre, s'il s'agit de regarder son évolution dans le temps, mettons, on met une pratique de maintenance en œuvre, puis qu'on regarde un petit peu, est-ce que je m'améliore, ça serait, puis qu'on est toujours dans une phase de vie utile de ma pompe, ça serait, c'est ce qu'on va utiliser par la suite. Donc, je parlais de stratégie de maintenance. Quelles sont les principales stratégies de maintenance qui vous viennent en tête que vous avez peut-être déjà, que vous mettez déjà en œuvre et puis qui pourraient servir à améliorer finalement la fiabilité de ma pompe? Sur une pompe, qu'est-ce qu'on met comme pratique de maintenance en œuvre? Analyse de vibration, oui. Quoi d'autre?
D'autres éléments de stratégie de maintenance? Inspection visuelle. OK. Donc je vais prendre un petit peu, il y a déjà, je pense, c'est Pascal hier qui nous a parlé d'un petit peu il est parti de la classification AFNOR avec les différents types de maintenance, donc correctif, préventif, puis amélioratif. Là, j'ai scindé en deux le préventif pour mettre le détectif, puis je vais vous expliquer le pourquoi de cette division-là. Donc dans le correctif, c'est vraiment on réagit après la panne. Hein, je ne vais pas assez aussi, on en a parlé plusieurs fois ces 2 derniers jours. Et le préventif puis le détectif, on est vraiment plus dans une maintenance proactive, donc on agit avant la panne. Donc dans le correctif, j'ai le palliatif, donc on fait une patch et on repart. Et le curatif, on résout le problème de manière définitive. Et au niveau du préventif, donc on a du systématique. Hein, donc les remplacements ou de la lubrification des tâches à intervalles fixes, donc soit que ce soit basé sur le temps ou sur un compteur. C'est donc du préventif systématique. Et il y a du préventif non systématique qui, lui, va être déclenché, donc qui est déclenché suite à une observation d'une dégradation d'une condition, par exemple. Donc là, c'est pour ça que j'ai séparé le détectif avec un détective d'état. On va intervenir on va aller faire de l'inspection, par exemple, visuelle. Donc l'inspection visuelle qui pourrait être une condition, on va faire du condition mais subjectif. Ça pourrait être, c'est pas nécessairement 100% subjectif. On peut avoir un indicateur finalement qui nous donne jaune ou jaune, vert, rouge et qui nous permet de juger de façon un peu plus objective. Et l'analyse de vibration, donc qui est plus dans le prévisionnel toujours, mais de façon plus objective. Donc en fait, pourquoi avoir séparé le détectif ici du préventif? Donc lui, par exemple, une analyse de vibration, on va pouvoir aller faire de l'analyse de vibration 1, 2, 3 fois, mais finalement, c'est peut-être c'est seulement quand on détecte un défaut ou des vibrations hors normes que là, on va déclencher un préventif non systématique qu'il s'agit de corriger. Donc pourquoi les séparer les deux? On a parlé aussi d'indicateurs un peu plus tôt dans ces 2 journées. Souvent, le respect du préventif était un indicateur qui était vraiment mis de l'avant, important, et les gens donc, avaient un backlog avec des inspections, donc des inspections de vibration, donc on est plus dans cette catégorie ici, et aussi des correctifs, parce qu'on avait déjà détecté par le passé qu'il y avait certaines dégradations qui s'en venaient et qu'il fallait le changer. Sauf que le préventif, ceci étant codé préventif, et dans certains cas, ceci étant codé dans les industries correctifs, il mettait plus l'accent sur aller faire l'inspection, puis respecter le préventif, respecter toutes les inspections à réaliser, puis il ne faisait pas finalement les corrections qui avaient été identifiées par le passé. Ça, c'est vraiment des cas vécus, souvent en plus poussés par le fait que des fois, il peut y avoir des incitatifs, des bonus au niveau du respect des indicateurs. Fait qu'en fait, ça introduit un biais finalement qui est en fait, puis finalement, faire cette action-là ne prévient rien. Elle prévient la personne, mais en termes d'action de maintenance, il n'y a rien qui se concrétise. On fait juste dire ici, ah, ça s'en vient, ça va péter, mais finalement, on ne le répare pas. C'est vraiment juste une observation. Oui. C'est pas un peu prétentieux de prévisionnel. Dans la majorité des cas, tu détectes le défaut, mais bon, j'en ai fait de la liste de vibration. Pour voir le défaut, je peux même faire un analyse spectrale, puis je ne serais pas capable précisément de savoir quand ça peut arriver, donc de faire une prévision. C'est peut-être le thème prévisionnel. OK. C'est quoi, ça serait prédictif à la place? C'est parce que c'est comme si tu présupposes qu'on est capable de prédire dans l'avenir qu'est-ce qui arrive. Or, on l'est pas, on est capable de voir, oui, puis un problème arrive, mais on n'est pas capable de savoir exactement quand il peut. OK, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire, c'est un peu plus interne. Oui, effectivement, je dirais, l'important, c'est de prévoir qui s'en vient, puis de se donner le temps d'agir avant, mais pas nécessairement d'avoir la date exacte, le jour et l'heure. Oui, je suis d'accord qu'on c'est pas c'est peut-être une. OK. Mais d'un autre côté, je pense prédictif, le terme, je pense, c'est vraiment une traduction, c'est un anglicisme en fait.
qui viennent predictive et qui n'existent pas nécessairement. Fait qu'en fait, effectivement, c'est peut-être une question de vocabulaire, mais effectivement, pour répondre à la question, non, je ne prétends pas prédire exactement la date et l'heure à laquelle ça arrive, mais qu'il y a une dégradation qui s'en vient et qui nécessite une intervention si on ne veut pas se retrouver devant le bris. Je suis d'accord. Si je peux me permettre, souvent, le prévisionnel, il y a des cas avec les différentes partenaires où c'est vrai, ça peut être très précis à l'aspect près, donc ça nous permet d'intervenir et d'intervenir dans le temps. Selon le type d'industrie qu'on regarde, les centres d'usinage, par exemple, quand on vérifie avec la situation des paliers, c'est sûr qu'on peut être assez précis. Maintenant, ça ne prévoit pas les accidents. Non, non, mais si tu viens de rajouter un équipement supplémentaire, simplement, on ne met pas juste prendre une analyse de vibration globale, où j'ai des gens historiques sur la signature de la machine, je suis en train de suivre, et on est capable de faire une certaine analyse de tendance, donc comme une petite analyse de juste qui rajoute ce côté prévisionnel-là. Or, ce qu'on essaie de vendre, c'est qu'il y a des équipements de vibration, puis avec cet équipement-là, tu serais capable de prévoir de quoi. C'est pas exactement ça. Puis, comme Pascal le disait, ça dépend aussi du type d'industrie dans lequel on s'applique. Peut-être dans un centre d'usinage où on est quand même vraiment beaucoup plus contrôlé, versus faire de la vibration sur un broyeur dans l'industrie. C'est peut-être... Par contre, c'est toujours dans cet effet, dans le fait d'avoir une référence, il faut comparer la référence, c'est là où on suit la tendance. Puis effectivement, quand on installe un nouvel équipement aussi, un des éléments principaux, c'est de prendre une photo au départ, effectivement, pour se comparer. Dans les pâtes et papiers, on avait des systèmes de vibration sur des rouleaux de granit, et justement pour notre qualité. Fait que là, on pouvait prévoir, quand on sentait que la vibration montait, on pouvait prévoir qu'on avait un changement de presse à faire d'ici une semaine, avec planifié. Puis d'une manière historique, parce qu'on savait que quand... C'est ça. Avec beaucoup d'historique, là, on avait une bonne idée qu'après une semaine, on savait qu'après ça... OK, c'est noté. Puis donc pour compléter, donc finalement, donc on a le détectif, mais de fonctionnement. Donc en fait, quand on détecte l'état, là, c'est vraiment en mesure, on va venir détecter une dégradation de l'état, mais ça fonctionne encore. La différence avec celui-là, puis on va y venir dans les différents cas qu'on va traiter, là, c'est on va détecter qu'il y a quelque chose qui ne marche plus déjà. Mais c'est vraiment pour un objectif spécifique, c'est de traiter ce qu'on appelle les défaillances cachées. Je pense que Stéphane en avait parlé hier. C'est une défaillance qui est survenue, qui n'est pas évidente à l'opération, qui n'empêche pas de marcher. Souvent, ça va concerner les équipements de sécurité, mais je vais y revenir à la fin, après les deux, trois cas avec cas d'affaires. Il y a une autre question. Au départ, il nous a montré une définition de la FNOR. Moi, je me demandais pourquoi le modèle de maintenance, vous n'utilisez pas les définitions de la FNOR. Ben pour la notion de, en fait, finalement, le préventif et le détectif dans l'AFNOR seraient regroupés dans préventif. Mais l'exemple que je donnais, qui était que le respect du préventif, finalement, poussait dans certains cas, à pousser certaines industries à mettre beaucoup d'accent à faire juste des inspections parce que ça s'appelait le préventif, et que les actions correctives, ils mettaient ça dans le correctif, ça introduisait un certain biais. C'est ça, parce que là, on ne sait plus si notre conditionnel est efficace ou pas. Exact. Puis, quand je parle de conditionnel, je peux mettre un peu là-dedans le prévisionnel. Sans vouloir changer en pas. Donc c'est vraiment pour ça, mais effectivement, c'est juste une subdivision c'est juste pour les clarifier finalement. Ouais. Définitivement. L'amélioration, donc j'ai laissé toujours dans la partie maintenance puis proactive. Donc on a fait des analyses RCM, on a fait analyses RCM vont amener des modifications au niveau de mon plan d'entretien, mais aussi pourrait amener de la formation au niveau des opérateurs. On a parlé des Pokayoke, mais ça peut être aussi tout simplement une procédure pour les aider à faire un meilleur montage et à éviter d'introduire des défauts de jeunesse, avec des améliorations. Donc la réalisation, ça va dans la maintenance. Et on a toutes les activités de non-maintenance. C'est juste pour identifier le fait que dans certains cas, on prend du personnel de maintenance pour aider à monter une nouvelle ligne de production, par exemple. Donc ça, c'est vraiment les différentes stratégies de maintenance. Puis là, je vais passer la parole à Jean-Marc pour la suite. OK, bonjour. Bon, au niveau d'une question ouverte, d'après vous, là, quels sont les critères à considérer dans le choix de la stratégie de maintenance à mettre en place
pour minimiser les effets de la non-fiabilité. Avant de mettre en place une stratégie de maintenance, ça serait quoi les critères à considérer comme réflexion? As-tu d'autres? OK. Nous autres, on avait identifié 5. On avait la première, c'était la conséquence sur les coûts. OK, ta stratégie, quelle est la conséquence sur tes coûts? La deuxième qu'on avait mis, quelle est la conséquence sur ta production? Est-ce que ça a un impact sur ta production ou pas? La troisième, qui est aujourd'hui souvent la première, quel est l'impact sur ta santé et sécurité ou sur ton environnement? Souvent, la santé et sécurité pour les gens ou les équipements, ce n'est plus une question de coût, c'est vraiment une priorité. Et une dernière aussi, c'est est-ce que la solution est techniquement réalisable? Alors, des fois, on peut avoir une belle stratégie, mais techniquement, ce n'est pas réalisable. Fait que ça, c'est une réflexion qu'on a à faire au début avant de dire qu'on va mettre une stratégie de maintenance en place. Peux-tu... Le bouton à droite? Celle-là? Oui. OK. Celle-là à gauche. Bon. OK. Le reste de la présentation, ce qu'on a voulu faire, c'était... je vais vous donner mon expérience personnelle. C'est que moi, quand j'ai commencé en maintenance, on était le centre de coûts, le garage, le mal nécessaire des entreprises. Et ce que je me suis aperçu souvent, c'est qu'on mettait des stratégies de maintenance. On faisait ça en groupe, les gens de maintenance, le mécanicien, le superviseur. On décidait de faire du préventif parce qu'on avait eu tel bris. Et ce qu'on oubliait souvent, c'était de parler finances aussi. Fait que ce qu'on va vous amener, vous allez voir dans votre pochette, on vous a fait c'est un petit outil très simple dessus qu'on va faire des exercices, on va faire une étude de cas pour justement arriver en fonction des stratégies de maintenance. Laquelle qui serait qui va nécessiter des investissements, qui va être la plus rentable pour présenter à nos superviseurs, pour avant de dire qu'on l'applique, on va les commettre un peu aussi dans ce qu'on fait. Parce que très souvent, il y a beaucoup de préventifs qui se met en place, puis vous avez des restrictions de coûts, puis là, tout est... ils nous basculent ça sans trop de raison. Fait que des fois, tu as 2-3 ans de travail, puis c'est perdu. Bon, le cas d'affaires, ce qu'on a calculé en fonction des stratégies, la première qu'on va faire, on va en faire une ensemble. Après ça, les deux autres, on va vous laisser travailler un petit peu. Bon, c'est une maintenance corrective non planifiée. Quel est le coût financier? On le ramène à un coût annuel. Pour le changement de roulement d'une pompe centrifuge, pour une opération jusqu'à défaillance. OK, les données qui sont là, c'est à titre d'exemple. Dans vos entreprises, si vous le faites, vous prendrez les données en fonction que vous avez. Fait que notre cas d'affaires, on dit que le taux d'horaire d'un mécanicien est de 25 de l'heure. Bon, il y a une perte de production qui est de 7 heures à 1 000 de l'heure. Il y a eu un dommage à l'équipement. Quand on va au bris, souvent, il n'y a pas juste les roulements. Il y a un arbre qui a été endommagé, qui ont été obligés de changer, qui coûtait 2 000 On a une fiabilité de cette pompe-là, de MTBF, de 3 ans. La durée des travaux pour effectuer la réparation, on dit que c'est 2 hommes, 6 heures. Et puis, les pièces d'usure, il y a 2 roulements à 250 chacun. D'après vous, intuitivement, là, sans faire le calcul, ça serait quoi le coût, normalement, là, de ce cas d'affaires-là? Tu as le système de vote, oui, juste après, oui. OK. Excusez-moi. Ah, c'est correct. C'est bon? Bon. La réponse était de 3 265 par année.
On va le faire ensemble. Là. Si vous pouvez prendre votre feuille, vous allez voir votre feuille. Si vous voulez mettre les calculs ici dans la colonne, là, on a fait 3 espaces. La première, c'est pour calculer justement la stratégie, là, la maintenance corrective non planifiée. Bon, si on regarde les indices en haut, A, B, C, D, E, F, bon, l'indice A, bon, c'est le nombre de défaillances par année. On veut ramener ça sur un coût annuel. Donc, on dit qu'on avait un MTBF de 3. Ça veut dire que annuellement, c'est 1 sur le sur le MTBF qui donne 0,33. C'est votre première variable. Le deuxième, le B1, on dit, bon, c'est le coût de la main-d'œuvre directe de la réparation. Bon, le taux horaire de 25 fois 2 hommes fois 6 heures, qui fait 300 Le B2, c'est le coût des pièces d'usure d'une réparation. On ne parle pas des dommages. Ici, on parle des pièces d'usure. Fait qu'on avait 2 roulements à 250 qui fait 500 Fait que le coût total là, des pièces d'usure et la main-d'œuvre d'une réparation, c'est le 300 plus le 500 qui fait 800 Si on veut ramener ça sur un coût annuel, on multiplie ça par le point 333, qui fait un coût pour la réparation de 267 Ici, on a des coûts de perte de production par année. Encore là, on dit que c'est le point 333 fois les temps d'arrêt. On dit 7 heures à 1 000 de l'heure, qui fait un coût d'arrêt de production de 2 331 Et le E, on a des dommages à l'équipement. Le coût des dommages qui était un arbre. Bon, les roulements, en se défaisant, ils ont endommagé l'arbre est fini. Encore là, on ramène le coût de l'arbre de 2 000 multiplié par 0,333 pour ramener ça encore là une fois sur un coût annuel, qui fait de 667 Fait que le coût financier à l'entreprise par année pour cette pompe-là qu'on laisse aller sur bris, c'est le total de 267 plus 2 331 plus 667 qui fait 3 265 Fait que ça, c'est votre première stratégie de maintenance que vous dites, on laisse aller ces équipements-là jusqu'au bris. La deuxième qu'on dit, OK, on peut faire un préventif, un remplacement de restauration, révision. On fait ça tous les 2 ans, systématiquement. On dit notre pompe fait 3 ans. Moi, en tout cas, j'ai vu ça dans le passé. Bon, les mécaniciens décident avec le superviseur. On n'attendra pas au bris. On va, tous les 2 ans, on va changer nos roulements. Fait que le cas d'affaires, c'est encore la même chose. On va demander pour un préventif systématique à période fixe. On demande de calculer le coût financier annuel de l'entreprise pour changer les roulements aux 2 ans de la même pompe centrifuge. Bon, le taux horaire reste le même, 25 de l'heure. On dit que les pertes de production sont négligeables parce que le travail, on va le faire sur un arrêt planifié. La durée des travaux pour effectuer la réparation, vu que c'est planifié, on parle de 2 hommes toujours, mais on dit de 3 heures au lieu de 7 heures parce que le travail est planifié. Et puis, on dit qu'il n'y a aucun dommage à l'équipement. La fiabilité et réparation, on dit comportement d'une usure dominante, le taux de panne croissant avec le temps. Remplacement systématique de 2 roulements aux 2 années. Là, on ne parle pas de défaillance, on parle d'un MTBM, ça veut dire qu'à tous les 2 ans, on change les roulements. Ça veut dire. Et après ça, au niveau des pièces d'usure, on a 2 roulements à 250 chacun. Et un point bien important, là, quand on fait du remplacement systématiquement aux 2 ans, là, dans notre exemple, on a considéré que le risque de défaillance après le remplacement, il n'est pas considéré. Fait que l'intervention humaine, on dit qu'il n'est pas considéré, qu'il y a une défaillance après le remplacement. Fait qu'on va vous laisser un petit peu de temps, c'est de faire à partir du Canva. C'est de voir ça serait quoi la réponse de faire un préventif systématique à période fixe au niveau annuel pour l'entreprise. C'est l'autre, hein, ça peut changer. Les réponses. Ouais, les réponses sont après, mais tu peux peut-être le laisser, lui, avec les lancers. Vous avez les équations sur le petit Canva qu'on vous a laissé. C'est bon?
Voulez-vous un petit peu plus de temps? Ou... Non. On commence à voter. Encore 5. Les 4 qui restent, ont-ils besoin d'un petit peu de temps? Ou... Il reste 3. Deux. Bon, je pense qu'on peut y aller. On va y aller. Oups. Excusez-moi. Faut-il recommencer? Excusez-moi. Ça monte plus vite, par exemple. Ouais. On y va? Es-tu reparti dans le mauvais sens? Pourquoi? À switch direct. À switch direct. Switch direct, OK. Oui, une petite erreur. C'est bon. Fait que la réponse était de 325. OK, on a le même exercice, si on veut le repasser rapidement. OK, bon, on dit que là, on ne parle pas du MTBF, ça veut dire le A devient, on veut ramener toujours ça sur un coût annuel, fait que c'est 1 sur 2 ans, parce qu'on fait le changement aux 2 ans, ça veut dire que ça fait 0,5. Bon, le coût de la main-d'œuvre directe de la réparation, le taux horaire des hommes fois les heures travaillées, c'est 25 fois 2 fois 3, ça qui fait 150 $. Les pièces d'usure, on parle de 2 roulements uniquement, 2 fois 250 $ qui fait 500 $. Le coût total de la réparation, c'est 150 plus 500 qui fait 650. On remet ça un coût annuel, ça veut dire que c'est 0,5 fois 650 qui fait 325. Bon, les coûts de perte de production, ce qu'on dit, c'est que les travaux sont réalisés sur un arrêt planifié. Fait qu'on ne considère pas de coût d'arrêt de production. Les coûts des dommages à l'équipement, vu qu'on l'a fait sur un arrêt planifié, bien, l'arbre, en théorie, n'est pas démanché si on a les bonnes méthodes pour extraire les roulements et les remplacer. Fait que c'est 0 $. Fait que le coût financier pour l'entreprise par année, pour y aller avec une procédure de maintenance systématique, est 325 $. C'est celle de droite. Excusez-moi, je ne suis pas familier avec la technologie, c'est pour ça que je suis encore papier. OK. Comportement des défaillances. Quel est l'impact de la maintenance préventive systématique sur le risque de taux de défaillance?
Là, aux 2 ans, on intervient au niveau avec nos techniciens pour aller changer des roulements systématiquement. Dans les deux courbes, en votant, laquelle, d'après vous, là, est représentative d'une maintenance systématique, préventive systématique, à période fixe? C'est bon? Non, c'est pas bon. Comment ça qui marche pas? Comment ça qui marche pas? Peut-être sur celle de droite? Il y a pas de- C'est celle-là? C'est sûr? C'est oui. OK. Fait que les deux, Ouais, fais suivant, de toute façon, les deux sont... les deux sont bonnes. OK. Bon, les deux sont bonnes. La première, OK, on peut avoir au niveau, on voit après les 2 ans, quand on fait le changement, on peut avoir ici les causes, on peut avoir une mortalité infantile. On vient de réparer la pompe et dans les premiers jours ou les premières semaines, on peut avoir une mortalité infantile. Ici, on a mis plusieurs causes. Les 3 premières en bleu, c'est souvent au niveau d'un projet, quand on installe une nouvelle pompe. Bon, les problèmes, une mauvaise conception, mauvaise qualité de fabrication, des installations incorrectes au niveau d'un projet. Côté maintenance, des causes possibles, bon, il y a des maintenances inutiles ou trop invasives, des manques de maîtrise du personnel d'opération et de la maintenance, des écarts entre la procédure de réparation appliquée et celle recommandée par le fabricant, des tolérances hors normes lors de l'alignement moteur-équipement rotatif, les pièces préusinées qui sont hors tolérance, les réparations d'un équipement avec des pièces de remplacement de moins de qualité que les pièces d'origine, des fois les achats qui vont chercher des équivalents, contamination dans les roulements lors des réparations, mauvaise lubrification des pièces rotatives. Il y en a peut-être d'autres aussi qu'on pourrait lister. Fait que c'est les risques quand on va intervenir sur un équipement. La dernière stratégie de maintenance, OK, on parle de faire l'analyse de vibration pour détecter quand, normalement, on va sentir une détérioration de notre roulement. Puis une fois qu'on a... Excusez. Pour que quand on va avoir une détection au niveau d'un alarme au niveau vibration, on va déclencher justement là, le changement des roulements sur la pompe. Encore une fois, là, qui est notre 3e cas, à partir de votre petite grille, on met le cas d'affaires. Bon, le taux d'horaire d'un mécanicien est de 25 de l'heure. Les pertes de production sont négligeables parce qu'on va faire le travail sur un arrêt planifié. La durée des travaux effectués, la réparation reste la même, 2 hommes, 3 heures. On n'a aucun dommage à l'équipement. On assume le même MTBF que l'opération jusqu'à défaillance, qui est aux 3 ans. On n'a fait aucun changement sur la pompe. On dit, normalement, les roulements vont avoir un MTBF de 3 ans. Bon, les pièces d'usure, on dit, vu qu'on va l'avoir détecté par analyse de vibration, on va changer uniquement un roulement. Et là, on va faire un investissement. On va dire, on va faire le coût d'achat d'un capteur de vibration de surveillance en continu. On va dire de 1 000 avec une dépréciation sur 10 ans. On dit qu'il y a un coût de main-d'œuvre pour vraiment tout mettre. On dit qu'il y a un coût de main-d'œuvre pour interpréter la lecture. On dit 1 heure par année à 25 de l'heure. D'après vous autres, quel serait le coût de cette stratégie de maintenance-là? Vous l'avez sa feuille, si vous voulez. Ah, OK, excusez. OK, excusez-moi.
Ça va être plus simple. Besoin encore de temps ou c'est beau? On y va. La réponse est C, 258 $. Si on fait le... Si on revient dans le tableau, OK, là, on a le tableau complet.